Bonjour et bienvenue sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Patrick Muyaya, c'est le ministre de la Communication de la République démocratique du Congo. Merci d'être avec nous. Merci Marc de me recevoir. Vous arrivez tout juste de Glasgow où continue à se dérouler la COP 26. Le président Tshisekedi a participé. Pour vous, est-ce que c'est encore une conférence pleine de belles promesses ou est-ce que vous pensez vraiment que là, des choses tangibles vont être accomplies pour lutter contre le réchauffement climatique? C'est une obligation d'avoir des choses tangibles parce qu'aujourd'hui, la menace du climat, elle est vécue partout au monde. Et donc, quand vous regardez les inondations à New York ou les catastrophes naturelles ailleurs, vous comprenez qu'il y a véritablement un réchauffement climatique qui requiert une action responsable. Et la République démocratique du Congo qui participait pour la première fois à ces niveaux à une conférence sur le climat, donc au niveau présidentiel, s'est présentée en pays solution. Vous savez qu'aujourd'hui, nous régorgeons un immense massif forestier, le deuxième du monde, qui devient le premier si on le cumule avec ce qu'il y a aux alentours. Et au-delà de ça, nous disposons de la plus grosse réserve mondiale de cobalt, qui est aujourd'hui précieux dans la transition écologique. Et donc, nous sommes partis en pays solution. Ce n'est pas seulement pour dire que nous avons de forêts qui permettent d'absorber tout ce qu'il y a comme gaz carbonique, mais c'était aussi pour dire qu'au-delà du fait que nous avons ces forêts, nous avons une stratégie interne, notre contribution, justement dans les efforts qui sont faits, qui nous permettra d'accroître de 4% nos efforts pour la protection du climat. Ça veut dire que nous avons une stratégie qui devrait être financée. Bon, nous ferons notre part, mais évidemment, les gros pollueurs doivent payer pour nous permettre... Le problème, c'est qu'ils ne payent pas jusqu'à maintenant. ben, Ou pas assez, ou pas assez vite. mais les problèmes, ce qu'ils sont obligés, ils sont tenus de payer parce qu'on ne va pas continuer à faire des réunions, à multiplier des réunions et des paroles sans que cela ne soit suivi des faits. Le président de la République, pendant qu'il était là, il a présidé le sommet sur le programme africain d'accélération du programme d'adaptation. Qui a été plutôt un succès, à 25 milliards de dollars, 12 milliards de dollars et demi ont été mobilisés pour voir comment on appuie justement nos économies. Parce que, Marc, il faut le dire, notre priorité, en tout cas du point de vue de nos populations, ce n'est pas d'abord la préservation du climat. C'est d'abord envoyer nos enfants à l'école, être sûr que nous pouvons manger. Nous qui nous engageons pour protéger le climat, il faut bien que nous trouvions des mécanismes qui permettent à nos populations qui vivent essentiellement de la forêt pour manger, pour se déplacer, pour faire des pirogues et tout le reste, d'avoir une alternative qui leur permet de tenir. Et donc, le monde est bien obligé de s'acquitter de son devoir par rapport à ça. Alors, il y a des accords qui ont été annoncés. Beaucoup, c'est souvent des annonces, encore une fois, sur la déforestation. Est-ce que vous êtes satisfait ou est-ce que là encore, vous attendez plus? Bon, on attend plus parce qu'il faut attendre que les discussions se terminent. Mais déjà là, avec le gouvernement britannique, dans le cadre de l'initiative pour le forêt de l'Afrique centrale, il y a eu 500 millions de dollars. Le président de la République a signé une déclaration conjointe avec le Premier ministre britannique Boris Johnson à ses propos. C'est un bon début, mais il faut faire davantage parce qu'aujourd'hui, la question du climat, c'est une question qui nous oblige, nous tous, d'être solidaires, de savoir que demain, on peut perdre notre humanité à tous. Et donc, nous perdrons tout. Il faut y travailler maintenant et très bien. Et de ce point de vue, la République démocratique du Congo est prête à tout point de vue. Alors, je vais en venir à des incidents qui ont eu lieu à Bukavu, au sud Kivu. Il y a eu une attaque, plusieurs militaires ont été tués. Est-ce qu'on sait aujourd'hui qui est derrière cette attaque? Est-ce que c'est de la criminalité? Est-ce que ce sont des milices? C'est pas de la criminalité, simplement, C'est parce plus que ça. attaquer de cette manière, oui, plus que ça. Et d'ailleurs, il y a des enquêtes qui sont en cours. Il y a eu 2 militaires qui sont morts, un policier. Oui, des assaillants ont été neutralisés, 38 autres ont Qui? été arrêtés. Quel genre d'assaillant? Mais ceux qui ont mené les opérations, parce qu'ils sont venus en pleine nuit, heureusement que les forces ont réagi plutôt rapidement. Mais il y a eu un vent énorme de psychose dans la ville qui a ravivé des mauvais souvenirs, parce qu'il faut savoir que cette région a connu beaucoup de mouvements de ce type depuis une vingtaine d'années. Et donc là, des enquêtes sont en cours. Le moment venu, nous communiquerons davantage pour donner le détail sur ces incidents. Mais les précautions ont été prises pour que pareil incident ne se reproduise plus. Est-ce que ce sont des milices, Maï-Maï ou autres? Vous pouvez nous en dire plus? J'ai vu justement des déclarations, mais je ne voudrais pas faire la publicité de ces groupes qui, en réalité, je crois que c'est des actions de désespoir, penser perturber la paix de cette manière. Mais on verra ce que les enquêtes nous diront et on pourra vous en dire davantage. Alors, cela fait 6 mois qu'il y a un état de siège qui a été établi au Nord Kivu, en Ituri. Alors, avant de passer au bilan, j'allais dire, est-ce qu'il y a des discussions pour étendre
cet état de siège au sud Mais, Kivu. mais bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, le président de la République a été élu sur la base de la promesse de restaurer la sécurité. Vous savez que ces régions connaissent depuis 2 décennies les pires crimes, les pires atrocités, et qui font qu'aujourd'hui, on est déterminé à y mettre fin. L'état de siège, c'est justement les débuts de la fin de toutes ces atrocités. Et donc, on a commencé par le Nord Kivu et l'Ituri parce que, il faut regarder les capacités opérationnelles, parce que pendant l'état de siège, c'est pas seulement le gouverneur qui est militaire, mais c'est tous les administrateurs de territoire qui les sont. Et donc, au-delà du fait qu'il n'y a pas encore, il n'y a pas d'état de siège instauré à Bukavu, mais la situation est suivie de Mais très vous y près parce que pensez? Mais c'est des solutions qu'il faut envisager Bientôt. parce qu'il faut, il faut d'abord voir comment la question se termine dans dans les 2 autres provinces et puis voir comment cela peut se faire. Parce que 6 mois plus tard, beaucoup critiquent justement le bilan de cet état de siège. On affirme que beaucoup de civils continuent à être tués. 683 selon le baromètre sécuritaire du Kivu. On ne peut pas dire que le bilan soit très positif. Regardez le même rapport de baromètre sécuritaire du Kivu, il vous dira que dans les 683, l'essentiel sont tués par des groupes armés. C'est pas la police. Oui. Ni l'armée. Vous savez, Mais la police est censée empêcher ça. Nous n'avons jamais dit que l'état de siège mettrait automatiquement fin à cette situation d'insécurité. Est-ce qu'il y a du mieux, monsieur le ministre? Mais parce que d'abord, l'instauration de l'état de siège en elle-même, c'est déjà la réponse parce que c'est une demande pressante de la population. Et aujourd'hui, les Congolais, si vous regardez dans leur grande majorité, vraiment? si vous regardez, je vous parle du dernier sondage du groupe d'études sur le Congo, qui est le même groupe que KST, qui dit que 61% de Congolais soutiennent l'idée de l'état de siège. Parce que ça fait 20 ans que nos femmes sont tuées, que des enfants ne vont pas à l'école, que nous vivons dans les drames. Ceci dit, une situation qui perdure depuis 20-25 ans, vous ne la réglez pas en 6 mois, Marc. Et il faut regarder aussi les démons auxquels nous faisons face. Le président de la République l'a dit à Bounia de manière claire. Il y a des démons dans l'armée. Il a parlé de dérives mafieuses dans l'armée. Bien sûr, il a reconnu parce que nous avons dans le cadre du nouveau narratif justement décidé de communiquer en toute transparence. Nous reconnaissons que nous avons des problèmes au sein de notre armée. C'est la part de l'héritage et que le président de la République ne peut pas en 2 ans, 3 ans ou 5 ans créer une nouvelle armée pour mettre face à cette situation. Et donc, nous comptons sur cette armée avec la nouvelle stratégie qui a été mise en place pour que cette situation puisse se résorber. Nous travaillons étroitement avec la MONUSCO. On a repris la collaboration. Nous savons que ce n'est pas suffisant parce que les casques bleus sont là depuis autant d'années. Mais quand vous regardez, il faut aller dans la région, regardez la complexité de la région où parfois les opérations se font en plein Virunga, où parfois le soleil n'atteint pas le sol parce que couvert par la végétation qui requiert des formations spécialisées, des unités spécialisées. Nous les faisons et je suis sûr que l'état de siège donnera les résultats. Donc l'état de siège va continuer. Il n'y a pas de limite et donc pourrait s'étendre. En tout cas, on est d'accord que c'est la stratégie qui va être poursuivie. En tout cas, l'état de siège, c'est l'opération, Marc, la plus transparente qui existe en RDC. Mais est-ce que c'est la plus efficace? Est-ce que c'est la plus efficace? Elle est efficace, premièrement. Certains en doutent. Non, les gens ne peuvent qu'en douter parce que l'état de siège en lui-même avait comme objectif de mettre fin totalement aux tueries. Mais ce n'est pas le cas, monsieur le ministre. Les tueries ne s'arrêtent pas parce que vous avez décrété l'état de siège. Aujourd'hui, il y a des opérations, par exemple, avec les G5 Sahel dans la région du Sahel. C'est pas pour autant qu'il n'y a plus de tueries au-delà du dispositif militaire qui est déployé. Non, en tout cas pour nous, l'état de siège prendra le temps que ça prendra jusqu'à ce que les raisons qui ont motivé cet état de siège seront résorbées. Et nous sommes optimistes que nous avons des unités qui ont été bien préparées pour celle-là. Nous avons la collaboration avec la MONUSCO qui a été améliorée. Nous avons discuté de la question, bien évidemment, avec les pays voisins qui sont concernés, parce qu'il faut regarder la nature des menaces que nous avons. Les groupes armés sont des groupes armés locaux, mais comme vous avez les ADF, les FDLR, qui sont de forces négatives venues d'ailleurs, vous devez regarder la question sous un prisme régional. C'est ce que nous faisons. Il y aura la FIB, la brigade d'intervention. Nous sommes sûrs que nous allons régler ces problèmes de manière durable. Et donc, il faut un peu plus de patience. Alors, le président a nommé, fin octobre, Denis Kadima à la tête de la commission électorale nationale indépendante, la CENI. Il a confirmé, évidemment, après un processus. Alors, ça a déclenché la fureur de l'Église catholique, de l'Église protestante, qui affirme que ce n'est pas la bonne personne, il est trop proche du président. On voit que l'Église, l'opposition appellent à manifester. Ça, c'est un argument que je trouve dangereux parce que... Dangereux pourquoi? Parce que Denis Kadima
Moi, de mémoire de journaliste, j'ai jamais vu une seule photo de Denis Kadima avec le président de la République. C'est un argument J'ai entendu, mais c'est justement la dangerosité pour un pays comme la RDC. Parce que les deux sont louba. Mais c'est justement ce qui est extrêmement dangereux. Et si cette question est portée, je n'aimerais pas y croire que ce soit porté par les églises. Parce que l'archevêque, pour un pays comme la RDC, lorsque vous le dites, mais il y avait le pasteur Ngoïmou Lunda, qui a présidé la CENI à un moment donné, qui était du village du président Kabila. Jamais en les critiquant, on a sorti un tel argumentaire. C'est extrêmement dangereux pour un pays sensible comme la RDC de raviver des questions tribales. Donc, l'Église catholique joue la carte ethnique, elle joue avec le feu en faisant ça. En tout cas, moi, je regarde l'Église comme partenaire. Je regarde l'Église comme partenaire là, du gouvernement. elle s'oppose à vous, frontalement. Bon, parce qu'elle ne s'oppose pas à nous. L'Église était actrice, l'Église catholique et protestante, avec les autres confessions religieuses. Ils ne se sont pas mis d'accord, ça n'a rien à voir avec nous. Nous, on a des obligations. L'Église n'aurait jamais porté la responsabilité d'un quelconque glissement, jamais. Ce n'est pas du devoir de l'Église. L'Église a une mission prophétique de prier, d'encadrer et de donner des conseils. Donc vous vous dites que le choix a été fait pour respecter le calendrier. Nous avons une mission politique et nous devons respecter les calendriers. Et d'ailleurs, pour ce qui concerne les élections qui viennent, il y a déjà une provision de 100 millions de dollars qui a été apprêtée par le gouvernement parce que le gouvernement n'avait pas de rôle, ne pouvait pas interférer dans les choix qui ont été faits. Et donc aujourd'hui, 12 des 15 composantes qui devaient aller à la CENI ont proposé des noms. Nous pensons que nous devons lancer les processus parce qu'il faut qu'on tienne les délais. Les présidents de la République y tiennent, nous y tenons, l'Église aussi sûrement. Il avait semblé hésiter à un moment, maintenant il est convaincu. Il n'y a jamais eu d'hésitation par rapport à ça, parce qu'il ne faut pas... La crise qui a toujours miné ce pays-là, c'est la crise des légitimités qui est consécutive justement au fait qu'on veut négocier avec les délais constitutionnels. Pour ce qui concerne les présidents de la République, il est hors des questions. Il ne faut pas oublier que le président de la République est l'héritier d'un combat politique du plus vieil opposant que la République ait connu. Et donc aujourd'hui, lorsque j'entends les gens le critiquer, les gens parler, je me pose des questions si on regarde d'où on vient et où on veut aller. Pour nous, on fera les élections dans le délai et tout le monde a l'obligation maintenant que nous avons décidé d'avancer. Le président de la République l'a dit, nos partenaires, la France, les États-Unis et les organisations internationales sont invités autant que les forces internes à s'approprier les processus pour être sûr que nous avons un processus électoral propre et différent du précédent. Nous y travaillons. Dernière question. Il y a plusieurs oppositions qui semblent se cristalliser. On entend parler de marche bientôt contre la dérive du régime Tshisekedi, de vos opposants, de certains mouvements de l'Église, mais aussi de certains de vos alliés. Moïse Katumbi semble peut-être vouloir mettre fin à l'union sacrée. Mais où voyez-vous, d'abord, je ne voudrais pas personnaliser des débats, mais je ne suis pas sûr qu'il y a une quelconque dérive dictatoriale, aucune. Il y avait des problèmes. C'est pas moi qui le dis. Dans les deux premières, ils sont dans leurs droits, parce que nous voulons être dans un contexte. Mais est-ce qu'il n'y a pas un front anti-Tshisekedi qui est en train de se créer, y compris avec certains de vos alliés? Non, mais écoutez, parce que vous parlez d'ensemble, mais ensemble fait partie du gouvernement. Ensemble fait partie de la majorité parlementaire. Peut-être pour plus très longtemps. Bon, écoutez, on attendra, mais on n'y est pas encore. Je n'ai jamais, moi, entendu un seul jour le président Katumbi se plaindre de l'action du gouvernement. Et d'ailleurs, quand vous regardez les derniers sondages qui sortent, tout le monde est content du travail qui est fait. Pas tout le monde est content, mais au moins, on voit qu'il y a des perspectives que nous allons vers la bonne direction. Alors, il faudrait éviter, par contre, que les calculs politiques ou politiciens ne viennent plomber l'élan qu'il y a par rapport au travail qui est en cours. S'il y a eu une divergence en interne au sujet du positionnement des uns des autres dans le bureau de la CENI, ce n'est pas une raison pour considérer que tout doit être cassé. Encore que l'union sacrée qui a été créée pour répondre, pour mettre fin justement à la situation de confusion qu'il y avait au moment du FCC et du cash, n'a pas été créée sous des motivations d'une quelconque forme de positionnement. Ni les présidents Katumbi, ni le président Bemba, ni nous tous qui sommes venus dans l'Union sacrée n'avions un calcul quelconque en termes de positionnement. Peut-être qu'il y en a maintenant. Peut-être qu'il y en a maintenant. Mais c'est tout à fait normal parce que les gens peuvent avoir des ambitions. Mais nous disons, faisons d'abord le travail du peuple pour lequel nous avons créé l'Union sacrée. Donc l'Union sacrée est encore là pour rester. Mais bien sûr. Et personne, Marc, vous connaissez la politique congolaise. Vous savez que c'était difficile à créer l'Union sacrée. C'est difficile à manager. Les difficultés, c'est normal qu'il y ait des frustrations, qu'il y ait des colères. Mais ici, l'Union a été créée sur base de la transcendance. Il faut que tout le monde reste transcendant, qu'on fasse l'essentiel. Les moments des élections viendra, ou si tel est ou tel autre candidat, nous battrons. Mais pour l'instant, focalisons-nous sur l'état de siège, on améliore la gestion économique du pays, on améliore les sociales de la population, le temps de la campagne viendra.
On verra si vos paroles seront entendues. Merci beaucoup, Patrick Mouyaya, d'avoir répondu aux questions de France 24. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien. Restez sur nos antennes pour plus d'informations.